Bonjour, et merci de me faire ça le con. Bon, c'est la petite, mais quand même. Aujourd'hui, on va parler alors, au début, mon titre c'était ORM, mais comme R c'est relational et qu'on va parler de bases de données qui ne sont pas relationnelles, j'ai plutôt changé ça en Object Mapper, même si j'utilise le mot riche de Object Mapper, c'est-à-dire pas les trucs qui vont juste prendre l'état d'un objet et le transmettre, c'est plutôt une API, un concept qui va manager le cycle de vie de vos objets, comme vous connaissez ça dans Hibernate ORM ou dans JPA. Et je ne sais pas si vous connaissez cette émission sur France 5, c'est On n'est pas que les cobayes. Ok. Normalement, c'est fait pour les gamins, mais c'est super bien, donc je vous recommande de la regarder. Et du coup, je vais séparer, je vais poser certaines questions, et puis on va vérifier si elles sont vraies ou faux. Et moi, je vais vous amener mes arguments, après vous allez les croire, et ça va être super. Et... Voilà, l'idée, moi, ce que j'aimerais que vous ressortiez après cette présentation, c'est qui utilise du NoSQL? D'accord, on va dire une petite moitié, une grosse moitié, je sais pas. Et donc, si vous connaissez pas en NoSQL, avoir un peu une meilleure compréhension, même si on va pas vraiment s'attarder sur les détails, et surtout comprendre qu'est-ce qu'un Object Mapper pourrait amener dans un univers NoSQL. Est-ce que ça vaut le coup? Et vu que c'est des API assez modernes, les différents drivers, est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser ce niveau d'abstraction? Voilà. Donc moi, alors il y a mon nom normalement là, c'est Emmanuel Bernard. Je fais un peu tout ce qui est donné dans le middleware chez JBoss Red Hat, et notamment les projets qui tournent autour d'Hibernate, d'Infinispan et d'autres. J'ai codé ou participé, voilà, je fais partie de ces équipes-là. Et puis, je fais partie du JCP sur lequel donc je suis spec lead de bin validation, et aussi je fais partie du groupe d'expertise JPA. Et puis, je fais deux podcasts. Il y en a un qui est sur les trucs de JBoss qui s'appelle asylum.jboss.org, qui est en anglais avec un accent français. Et puis, il y a les cascodeurs. Qui n'écoutent pas les cascodeurs? Bon, il y en a moins qu'avant, donc c'est mieux. Allez, il faut continuer. Donc, il y a un podcast en français sur les news Java, etc., etc. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai un certain nombre de questions, je crois 5 grandes questions. Le premier truc, c'est on dit, voilà, là j'ai une nouvelle application, faut que je trouve le NoSQL qui va bien, parce que je pense qu'une base de données relationnelle classique, ça va pas marcher. Et donc j'ai fait mes 3 mois d'analyse, c'est bon, j'ai décidé, c'est ce produit-là, j'y vais, je fonce. Et vu que ça m'a pris 3 mois, mon boss il dit, c'est bon, du coup on utilise cette solution-là pour toutes les nouvelles applis qu'on va développer. Donc on va voir si ça c'est vrai ou pas. Donc on va prendre un cas d'utilisation. On va développer un site d'e-commerce, comme tout le monde, enfin comme personne maintenant, mais vous connaissez le cas d'utilisation. Et là on dit, voilà, il faut qu'il soit vraiment scalable, donc on va imaginer des milliards de produits dans mon catalogue, des milliards de gens qui vont venir sur ce site web et si possible acheter. Donc ça c'est le truc de base du site d'e-commerce, mais après on veut essayer d'être meilleur que la compétition. Donc on veut analyser les liens entre qui a acheté quoi, quand, dans quelle région, pourquoi, voilà, essayer de trouver des liens pour après pousser encore plus, pousser des choses intéressantes aux bonnes personnes pour encore améliorer notre taux de rendement. Et puis on est un site d'e-commerce un peu 2.0, donc on a plein de commentaires. Et on va dire que dans cet univers parallèle, c'est les derniers commentaires qui sont les plus intéressants. Et donc, on veut vraiment pouvoir afficher cela de manière très rapide. Et puis, évidemment, il faut avoir un moteur de recherche pour que la personne puisse trouver les produits, etc., etc. Donc, on va commencer par le catalogue. Et je ne sais pas qui a travaillé un peu dans le retail, mais un produit, c'est toujours un peu différent les uns des autres. Donc, un livre, ça a un auteur, un éditeur, etc. Quand on parle d'un produit électronique, c'est un petit peu différent. Il y a un nom, il y a une marque, etc. Et même dans les produits électroniques, quand on regarde un téléphone, voire même un produit spécifique, on a des options qui sont là et qui ne sont pas là dans le truc d'après. Et donc, une base de données orientée document, c'est très flexible là-dessus, puisque c'est un schéma qui est autodescriptif. Il est dans le document lui-même, il y a le schéma. Donc ça, c'est assez intéressant, même si c'est plus verbeux. Et puis, on n'est pas contraint par un schéma donné et puis à essayer de faire entrer le nom du publisher dans le nom de la marque parce qu'on veut réutiliser la colonne ou des choses comme ça. Et l'autre truc, c'est que comme on peut mettre des documents dans des documents de manière imbriquée,
on peut gérer ces fameuses options qui sont un peu spécifiques à chacun des choses. Donc ça, c'est super. Et puis, mettons qu'on utilise un produit de base de données orienté documents qui scale, eh ben, on peut mettre notre milliard de documents. Donc ça, c'est bien. L'autre truc, c'est que pour gérer les liens, qui a acheté quoi, quand, la base de données orientée documents, c'est pas génial parce que ça fait pas de jointure. On peut pas faire des liens de corrélation entre un document et un autre, faire des requêtes avec des joins ou ce que vous voulez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données qu'on a et on va les mettre dans une base de données orientée graph. Mais on va pas mettre toutes les données parce que souvent la base de données orientée graph, elle tient que sur une machine, sur un seul nœud, ça se distribue pas. Mais on va garder les points essentiels. Il y a une commande par telle personne, de tel produit, etc. Et on va faire des corrélations à 1, 2, 3 degrés à partir de ce graphe de lien entre les choses qui se passent sur notre site. Et puis pour les commentaires, comme on veut les 10 derniers, ce qui serait bien, c'est une base de données qui est assez efficace pour stocker les choses qui sont chronologiques, donc les time series. Donc là, par exemple, on va dire que je vais prendre un truc à la Cassandra. Et ce qui est bien, c'est que je peux les écrire très rapidement et puis je peux dire donne-moi les 10 derniers. Et puis c'est assez facile parce qu'il atteint le 10e dernier et puis il lit de manière séquentielle et il ramène tous les documents. Donc là, on a 3 cas d'utilisation sur notre application d'e-commerce et on a déjà potentiellement 3 systèmes différents, d'accord ? Après, on peut essayer de faire rentrer l'un dans l'autre, mais c'est pas. Là, l'idée, c'est que si on veut vraiment aller au bout de la logique, on a utilisé un outil NoSQL parce que la base de données relationnelle, ça rentrait pas vraiment dans ce qu'on voulait, et qu'on embrasse cette approche, le meilleur outil pour ce qu'on est en train de faire. Là, on parle déjà de 3 outils, et ça continue. Les outils d'analyse des liens entre, je sais pas moi, une région et les typologies d'achat, on va peut-être calculer ça tous les jours ou toutes les heures, stocker ça dans un key value store pour pouvoir récupérer ça très rapidement et afficher les pages très rapidement à l'utilisateur. Pareil, il nous faut un moteur de recherche full text pour faire une recherche sur la description, les titres, les choses comme ça. Donc là, chaque cas d'utilisation, et c'est quand même assez fin, a vraiment... Enfin, pour un cas d'utilisation, on va probablement trouver un moteur NoSQL qui est plus intéressant qu'un autre. D'accord ? Donc on peut pas vraiment... Enfin, on peut essayer d'utiliser un truc vaguement générique, mais là, je pense que l'approche, c'est plutôt d'embrasser chacune des spécificités de vos moteurs NoSQL. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les mêmes données qu'on avait, parce que ça reste quand même des produits qui sont achetés par des gens, ils sont un petit peu dupliqués. Puis il y a une partie des données qui est là, une autre partie qui est là. Il n'y a pas forcément toutes les données au même endroit, etc. Donc on va dupliquer les données. Comment est-ce qu'on fait pour les dupliquer ? Comment est-ce qu'on les garde de manière relativement consistante ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, s'il y a un petit peu de la divergence. Donc pour moi, ce mythe-là, il faut bien... s'il y avait un truc que vous devez retenir sur le mythe... non, j'allais dire sur la présentation, mais en tout cas sur celui-là, c'est embrasser la multiplicité des différents moteurs NoSQL. Ensuite, on passe directement au mythe 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a certaines bases de données NoSQL ne sont pas forcément capables de garder toujours toutes les données. Donc là, on a une petite perte. Non, en fait, ça dure 50 minutes les prêses. Donc, j'ai privé le mythe 2 de Devoxx France. Ça expliquait que l'API JPA n'était pas spécifique aux bases de données relationnelles, mais qu'elle était plutôt spécifique à la notion de graphe d'objets que l'on veut stocker que l'on veut persister, d'accord, et qu'on gère le cycle de vie de ces objets et pas vraiment du JDBC ou ce que vous voulez. Donc le mythe 3, c'est de dire, ok, on a ce graphe d'objets, j'ai modélisé mes données, c'est vraiment ça que je veux stocker, mais le NoSQL, ils ont des approches différentes. Il y en a un qui est en time series, l'autre c'est des documents. Comment est-ce que je fais pour faire rentrer cette logique de graphe d'objets dans la solution NoSQL ? Donc on va explorer ça. Et quand on regarde un objet qui est à gauche, qui est une entité JPA dans cet exemple, mais on peut parler d'object mapper même qui n'implémente pas JPA, on voit qu'il y a un type, c'est la news, c'est le type de la classe. On voit que la classe, elle a des attributs, donc ID, titre, description, etc. Et puis on voit que j'ai mis certaines métadonnées sur les propriétés, peut-être pour changer le nom de la colonne, peut-être pour préciser que la date, c'est vraiment que l'année, le mois, le jour qui m'intéresse, etc. D'accord ? Et à droite, c'est 2 exemples de mapping. Le premier, c'est sur une base de données orientée documents, et en l'occurrence MongoDB. Donc, MongoDB, il a la notion de collection qui représente plus ou moins le concept de table, sauf que on peut avoir des schémas différents dans une collection donnée. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le nom de la collection représente le type. Donc je vais à une collection de type news.
Donc c'est comme ça que j'ai fait mon mapping de type. Et puis les propriétés, il y a un document qui correspond à une entité, enfin une instance de news, et on voit que les propriétés, elles sont copiées. Ce qu'on voit qui est spécifique, c'est que la date, elle a été mappée dans le mode natif de MongoDB, probablement pour pouvoir faire des requêtes au niveau de la date. Qu'on a quand même respecté que la colonne, elle s'appelait desk et pas description. Et on voit que ID, c'est underscore ID. Pourquoi on a fait ça? Parce que, et c'est spécifique à MongoDB, MongoDB, il va forcément créer un champ qui s'appelle underscore ID. Il va faire des choses intéressantes dessus. Il va notamment l'indexer. Vu que c'est un identifiant, c'est intéressant de réutiliser ça. Et donc, on force votre propriété d'identifiant dans underscore ID pour pouvoir utiliser le mapping naturel que vous auriez fait si vous aviez persisté les données nativement dans MongoDB. D'accord? En dessous, c'est une base de données orientée graph. En l'occurrence, là, c'est Neo4j. Donc ça, c'est un nœud, la patatoïde, là. Et on voit qu'il y a deux labels. Il y a news, qui représente le type de mon entité. Et puis, il y a entity qui représente le fait que c'est une entité. On va voir après pourquoi c'est intéressant. Et puis, on a ce qui s'appelle des attributs sur ce nœud spécifique dans Neo4j. D'accord, dans le nœud Neo4j. Bon, là, vous me dites, le mapping, c'est quand même pas très difficile. OK, donc on va aller un peu plus loin. Le deuxième concept qui est intéressant dans JPA, c'est la notion de embedded. Embedded, ça veut dire que l'objet, il est associé à un autre objet qui est l'entité. Donc là, en l'occurrence, le newspaper, par exemple, il est associé à l'entité news. Et son cycle de vie de newspaper est entièrement lié au cycle de vie de news. Donc là, il faut bien comprendre, on est dans un univers parallèle où la news est absolue, d'accord? Et à une news donnée, il y a un newspaper qui est créé, il y a une liste de journalistes qui sont associés. Si à un moment, je supprime la news, le newspaper disparaît et les journalistes, on les tue. D'accord? Donc c'est un univers parallèle, tout va bien. Au début, je me suis dit, il faut vraiment que je change cet exemple, et puis j'aime bien me fourvoyer dans cette galère, donc je recommence. Je ne vais pas changer, quoi. Ce qui est intéressant, donc c'est ce que je dis, le cycle de vie de journaliste est entièrement lié au cycle de vie de l'instance de news qui le contient. D'accord? Comment on représente ça dans une base de données orientée document? De manière hyper naturelle, parce que justement, on peut nester les structures. Donc, on va mettre un document dans un document. Et en l'occurrence, si je détruis ce document 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien, les journalistes vont littéralement disparaître puisque je vais détruire le document en entier. Donc là, il y a un mapping vraiment naturel entre la notion d'embedded et les choses qui sont embarquées dans le document. Pour la base de données orientée graph, c'est un petit peu différent. La base de données orientée graph, elle a des nœuds et elle est très forte à faire des liens entre les nœuds. D'accord? Et à faire des requêtes sur ces liens entre les nœuds. Donc on utilise cette puissance-là. On va faire un nœud par objet. On va juste le taguer embedded. Ça, c'est plus pour vous. Hibernate OGM n'en a pas vraiment besoin. Oui, je ne vous ai pas dit, mais Hibernate OGM, donc c'est prendre Hibernate et essayer de le faire persister des données dans des bases de données NoSQL et voir si ça marche. Pour l'instant, ça marche. Et c'est un petit peu le retour d'expérience générale sur de ce qu'on a eu nous et pourquoi on pense que les object mappers, il y a un intérêt. Et donc là, pour revenir à mon exemple, j'ai l'entité news, j'ai créé une relation entre news et newspaper, et j'ai créé une relation entre news et la liste des journalistes. Il y a un truc intéressant, c'est qu'en Java, je crée une collection qui va contenir les deux journalistes. Dans du Neo4j, j'ai juste à créer deux liens vers des nœuds qui, en l'occurrence, sont typés journalistes, et ça marche bien. Donc là, on utilise le mapping natif tel que vous l'auriez fait si vous avez utilisé Neo4j directement. D'accord ? Alors ça, c'était les embedded, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai vraiment deux entités différentes qui ont des cycles de vie indépendants, mais que j'ai quand même des relations les unes avec les autres? Eh bien, ce qu'on fait, ce que vous faites dans une base de données relationnelle, c'est que vous créez une table d'association et vous faites une jointure, vous faites une requête qui va vous dire, pour le chien Snoopy, quelle est la liste des chats qu'il déteste? Sauf que dans les bases de données orientées documents, par exemple, on ne peut pas faire de jointure, enfin la plupart. Donc comment on fait? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va matérialiser la requête au moment où on écrit le chien. Donc si à un moment, Garfield au début, il aimait bien, enfin il détestait pas les chats, et puis d'un coup, non pardon, Snoopy ne détestait pas les chats, et puis d'un coup il se met à détester Garfield. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous, dans votre objet, vous allez créer un lien entre Snoopy et Garfield,
Et nous, on va dire, ah, ben, il a changé l'association. On va littéralement stocker l'identifiant qui va de Snoopy vers Garfield dans le document Snoopy, ce qui fait que quand on charge le document Snoopy, on est capable de voir qu'il déteste Garfield et après on peut aller récupérer Garfield. D'accord ? Donc on a matérialisé la requête qu'on aurait fait juste au runtime dans une base de données orientée document. On ne fait pas ça pour tous les NoSQL. Par exemple, dans une base de données orientée graph, vu que la notion de relation est native et qu'on sait faire des requêtes de manière très facile, on ne va pas matérialiser, dupliquer l'information, on va juste utiliser le moteur de requêtage de Neo4j en l'occurrence. D'accord ? Il y a plein d'autres choses comme ça qui sont un petit peu soit spécifiques à chaque famille, soit spécifiques à chaque produit, sur lesquels on a beaucoup travaillé pour dire quel serait le mapping naturel pour cette structure de données que vous auriez utilisée. Et après, nous, on vous propose en tout cas par défaut ce mapping naturel. À vous de voir si vous voulez le garder ou pas après. L'autre point, c'est... on dit souvent, ouais, le NoSQL, c'est schemaless. Et je ne suis pas d'accord. En tout cas, si pour vous, schemaless, ça veut dire pas de schéma du tout. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle un blob, où on ne sait pas vraiment lire ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est pas ça. Il y a un schéma, sauf c'est très facile de le modifier et il est extrêmement flexible. Et par exemple, dans une base de données orientée document ou dans Neo4j, il est en gros autodescriptif, c'est-à-dire qu'il y a le nom des champs et les valeurs. Du coup, c'est super bien pour les développeurs, en tout cas avant la V1, avant de partir en prod une fois et puis de commencer à stocker beaucoup de données, 1 million, 2 millions, 3 millions. Par contre, dans notre univers Java, par contre, vous avez quand même une notion de schéma. Si on revient sur la notion de news, il y a un titre, il y a une description, etc., etc. On voit bien que le titre, quand on va l'afficher dans une page web, il va être écrit en gros en H1, et comme ça, Google, il va l'identifier, il va considérer que ça, c'est plus intéressant que la description. D'accord ? Ça veut bien dire qu'il y a une notion de ce morceau-là est plus intéressant, il a une sémantique spécifique. Donc, il y a un schéma, sauf qu'il bouge. Et les classes Java, c'est des schémas. Il y a un type, il y a des propriétés. Comment est-ce qu'on fait ce mapping, notamment dans les langages fortement typés de type Java ? Comment est-ce qu'on fait ce mapping ? Et c'est là-dessus que les object mappers doivent vous apporter des choses intéressantes. Il y a 2 problèmes. Le premier, c'est gérer l'évolution. Donc, mon équipe de développeurs, ils étaient à fond, ils ont développé le truc, ça y est, ils ont changé, rajouté des colonnes jusqu'à la dernière minute. Maintenant, on a mis la V1 en prod, on a attendu un petit peu, on a 3 millions d'entrées dans la base de données. Et puis là, on travaille sur la V2, puis on est obligé de faire des changements. Il y a peut-être une propriété, on a décidé de la renommer, rajouter d'autres propriétés, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai renommé une propriété ? Si j'ai un lien 1 à 1 entre le nom de la propriété dans ma classe Java et le nom de l'attribut dans la base de données, eh bien, si je renomme la propriété, il faut que je renomme tous les éléments dans ma base de données. Donc, il faut que je lise les documents un par un et que je fasse un upgrade. Ouais, sur 3, 4, 5, 10 millions de documents, ça devient un petit peu pénible. L'alternative, c'est de dire j'ai une espèce de séparation. Et quand on regarde JPA, il y a un modèle logique @entity, @one-to-many qui représente les relations entre les objets, et il y a un modèle physique @table, @column, etc., etc., qui vous permettent de spécifier comment il est représenté cet élément logique dans la base de données. Donc déjà, vous avez un premier niveau de séparation. Et le deuxième, sur lequel on n'a pas encore d'implémentation, mais qu'on pense être intéressant, c'est ce qu'on appelle, nous, un convertisseur déclaratif. C'est-à-dire que vous avez votre entité news, vous avez changer le nom de titre en headlines, par exemple, et vous allez être capable d'ajouter un code logique qui va, quand il reçoit un tube, va être capable de dire, quand il reçoit l'information, le document, par exemple, va être capable de dire, dis donc, ça, il y a marqué titre, et maintenant c'est headlines, donc je vais le convertir à la volée. Ensuite, l'objet, il est changé ou pas, il y a des choses qui se passent, et moi, je vais stocker la nouvelle version du document. Donc, il va être capable de faire évoluer le document de manière automatique pour vous, sans que vous ayez à vous impérativement appeler à chaque fois les choses. Donc vous déclarez le fait qu'il y a eu des évolutions et le document sera mis à jour. L'autre truc, c'est les propriétés que j'appelle les propriétés inconnues. Mettons qu'il y a plus qu'une application qui est en train de gérer ça, ou alors vous avez un client et avec des applications avec des versions différentes qui tapent la même base de données. Donc il y a peut-être des nouvelles propriétés qui existent, qui ne sont pas connues de l'application, de la version qui est en train d'être utilisée.
Donc il y a l'object mapper barbare, hein, qui ignore tout, qui efface les trucs et qui réécrase la totale, donc ça c'est mal. Hein. Et il y a l'ORM un peu plus tolérant des autres, qui va juste travailler sur les colonnes que lui il connaît, et puis passer l'information qu'il ne connaît pas et la restocker proprement dans la base de données, si c'est comme ça que c'est fait. D'accord ? On peut même envisager, donc ça c'est ce que Hibernate OGM fait de base. Et puis, quand on l'a pas encore fait, mais on envisage aussi d'exposer les propriétés qui sont pas connues par le mapping, et que vous pouvez aller les lire, voire même les mettre à jour. Donc, pour moi, si vous exprimez vos données en tant que modèle métier, il y a moyen de faire entrer ça dans les bases de données NoSQL. On sait faire ça pour les bases de données orientées documents, bases de données orientées graphes, les clés valeurs. Les clés valeurs, c'est facile et difficile à la fois. On a des bonnes idées pour Cassandra. Il y a un prototype qui est en cours. Et voilà, on va avancer comme ça sur les familles différentes de NoSQL. Le deuxième truc, c'est... ouais, d'accord, ok. Bon, tu sais stocker ces objets, ces graphes d'objets dans le système NoSQL. Par contre... j'ai choisi ce NoSQL alors pour la scalabilité, mais aussi parce qu'il offre des API, des fonctionnalités qui sont vraiment uniques. Et si tu m'abstrais ce truc-là, je ne vais pas avoir la puissance qui m'intéresse. Donc on va faire ça en deux parties, une partie assez courte. La première, c'est un object mapper. Il y a objet dedans. Donc si vous êtes capable d'exprimer vos données en tant qu'objet ou graphe d'objet, moi je pense que le mapping, il est plutôt bien. On l'a assez bien. Enfin, j'ai essayé de le prouver avec ce que j'ai décrit avant. Si vous ne représentez pas un truc qui peut se représenter dans un modèle métier, à ce moment-là, ce n'est pas l'outil qu'il vous faut. Ce n'est pas grave. Juste, vous ne l'utilisez pas. Comme un ORM, ce n'est pas fait pour persister toutes les données de la Terre, juste celles qui sont représentées sous forme objet. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, il y a des choses un petit peu spécifiques à chaque NoSQL. Par exemple... les choses héritées de Dynamo, il y a la notion de quorum. On a n éléments dans le cluster, il faut le nombre de nœuds qu'on utilise pour lire plus le nombre de nœuds qu'on utilise pour écrire un document donné soit être supérieur à n pour avoir une garantie de consistance de lecture, enfin entre la lecture et l'écriture. Où est-ce qu'on met ces informations-là? Parce qu'elles sont exécutées impérativement par le driver. Vous rajoutez ces fonctionnalités, enfin ces appels-là spécifiques quand vous utilisez nativement Cassandra ou MongoDB ou ce que vous voulez. Eh ben, le pari que Hibernate OGM fait, c'est que on peut associer ces options-là au scope qui est l'entité, en tout cas le type d'entité. Et on peut utiliser soit des annotations, soit une API programmatique. Ça, c'est pas vraiment important, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est déclaratif. À chaque fois que je vais écrire la classe Zo, eh bien, je vais utiliser le write concern journal qui est pour MongoDB. D'accord? Et du coup, vous l'avez déclaré une fois, puis après, vos objets, quand ils sont écrits, on utilise ça de manière systématique. C'est ça l'avantage d'un object mapper ou d'un ORM, c'est que c'est systématique plutôt que vous qui l'oubliez peut-être sur un cas sur 10, et là, c'est le drame. Donc, on sait définir les propriétés de manière globale, on sait les définir au niveau des entités, voire au niveau des propriétés, notamment des associations. Et c'est relativement type-safe et extensif, c'est-à-dire qu'on peut avoir des propriétés spécifiques à Mongo, on va pouvoir dire qu'on est là spécifiquement pour Mongo, et du coup les propriétés vont s'afficher, notamment dans la partie programmatique de l'API. C'est assez intéressant. Donc pour moi, cette première partie, elle est, entre guillemets, on est bien, quoi. Je pense que les object mappers apportent la solution pour la partie CRUN, en tout cas. La deuxième partie, c'est les requêtes. Mais avant ça, on va faire une petite pause, parce que là, j'ai parlé beaucoup. Je vais vous laisser 30 secondes lire les deux XKCD. Donc en fait, c'est un lien avec Hibernate OGM, puisque Hibernate OGM, c'est 90% du code d'Hibernate. D'ailleurs, on utilise Hibernate l'ORM en tant que dépendance, sauf qu'on a changé ce qu'on appelle le persister et le loader, ces deux implémentations. Et donc ça, c'est moi qui étais en train de lire le code du persister et du loader qui a été écrit il y a des années et des années par Gavin et moi et d'autres.
et de dire ah mais qu'est-ce que c'était ce truc-là, et voir des bouts de code tout doux, ça serait bien en termes d'extensibilité. Et là on dit ah ça aurait été bien effectivement. Donc et replonger dans son code, c'est un petit côté assez flippant finalement. Et le deuxième, c'est que quand on rentre dans une expérience comme ça, parce que c'était vraiment une expérience, enfin maintenant on croit au produit, je pense que ça, y a vraiment un avenir, mais au début on savait pas si ça allait marcher. Et c'était vraiment, oh ben ça devrait être, bon, ça paraît pas trop difficile, on va y aller, on va faire comme ça et ça va le faire. Et d'autres choses, là je sais pas, c'est vraiment difficile. Et vraiment ça a été des choses qui paraissaient faciles étaient vraiment difficiles, et d'autres qu'on pensait difficiles se sont mappées vraiment très très naturellement dans le truc. Donc la pause est finie. Et là on va partir du langage le langage de requêtage. Donc on était parti initialement en disant on va prendre JPQL et vous allez exprimer vos requêtes dans JPQL, et nous on va faire du translittérage, je sais pas si ça se dit, de la conversion de JPQL dans le langage natif de la base de données. Et si la base de données n'est pas capable de faire les requêtes, c'est pas grave, si vous utilisez Hibernate Search comme outil d'indexation en complément, on va utiliser les requêtes Hibernate Search /lucene pour exécuter la requête JPQL, et ensuite on va accéder à la base de données pour récupérer les objets en tant que tels. Donc ça marche. En gros, on est capable de prendre le JPQL, de le séparer en prédicats entre guillemets atomiques, et on a ce qu'on appelle des walkers qui vont prendre ça, et pour MongoQL, pour CypherQL, vont exécuter et reconstruire une requête native dans le langage qui va bien pour la base de données. Ça marche bien, sauf que effectivement, c'est beaucoup plus lent que ce qu'on pensait en termes d'implémentation. C'est assez, faut bien comprendre le langage d'en dessous, etc., etc. Mais pour des requêtes simples, et là on rajoute des fonctionnalités de plus en plus, ça marche plutôt bien. Alors évidemment, vous ne pourrez pas faire des jointures arbitraires ou des choses très avancées, mais on va en parler un petit peu après quand on parlera de dénormalisation. Mais on s'est dit, là, si on offre qu'un truc limité comme ça, on ne va pas s'en sortir, les gens vont pas vraiment l'adopter. Donc ce qu'on s'est dit, oui, et puis d'autres choses, c'est qu'il y a des fonctionnalités spécifiques aux bases de données, à des produits NoSQL les uns par rapport aux autres. Comment est-ce qu'on les mappe dans du JPQL qui, après tout, n'a pas été fait pour ça? Il y a des solutions, notamment il y a des fonctions custom qu'on peut mapper dans le JPQL, donc on pourrait envisager des mappings comme ça. Mais il y a d'autres types de requêtes, notamment les requêtes hiérarchiques dans les bases de données orientées graphes, qui ne vont pas forcément s'exprimer très très bien dans du JPQL. Ça va être plutôt l'horreur qu'autre chose. Donc là, on a reculé un peu et on s'est dit, bon, en fait, si l'utilisateur il veut vraiment cette requête-là, avec ce langage-là pour la fonctionnalité qui va bien, on va lui dire, ok, c'est pas grave, écris-la en natif de ta base de données, en dessous. Et ce qu'on va juste faire, c'est que tu vas nous dire, telle colonne, elle se map à telle propriété de telle classe. Et au lieu de ramener une structure native qui est l'équivalent du résultat set pour chacune des solutions, on va ramener un objet managé tel que Hibernate les comprend et avec lesquels vous interagissez. Donc vous avez limité le côté spécifique à la base de données à la requête, et le mapping est fait pour vous, et tout le reste du code reste générique sur vos objets que vous pouvez modifier, etc., etc. D'accord? Donc, ok, c'est sûr, on ne va pas pouvoir mapper tout dans un langage universel méga magique, mais c'est pas très grave. Et si vous avez des besoins spécifiques, c'est pas grave d'avoir de l'adhérence tant que vous savez exactement où c'est et que vous arrivez relativement à les isoler. Et le dernier mythe, c'est le plus intéressant. C'est, bon, ok, bon, je ne sais pas si je l'ai fait, mais mettons que j'ai réussi à vous prouver que les object mappers savent prendre un graphe d'objets et le stocker dans chacun des NoSQL spécifiques. On peut même faire des requêtages comme il faut, etc., etc. Est-ce que ça m'amène vraiment de la valeur? Parce que finalement, c'est ça la question. Ça amenait vraiment de la valeur dans Java, parce que JDBC, l'API, c'était quand même verbeux. Okay, donc là, il y en avait deux avantages. Ça amenait de la valeur en tant qu'utilisateur, et ça aussi, ça masquait une API qui était extrêmement verbeuse. Là, il se trouve que les drivers des bases de données NoSQL, à part certaines, je ne donnerai pas de nom, sont relativement bien faits et assez développeur-friendly. Donc on perd l'avantage du JDBC qui était un peu pourri en termes d'API.
Par contre, il y a tous les autres avantages des object mappers ou des ORM classiques que je vais essayer de vous montrer. Donc un object mapper, ça amène une abstraction, d'accord? Alors qu'est-ce qu'elle va nous amener en termes de bénéfices, cette abstraction? Premièrement, on a plus de connaissances, parce que vous avez défini vos entités, vos types d'entités, et les liens qu'il y a entre eux. Un one-to-many, un many-to-one, le fait que vous vouliez charger cette entité et cette entité ensemble ou pas, etc. etc. Donc ça, c'est intéressant. Et un deuxième truc, c'est que dans une base de données classique, vous appliquez des opérations. Je veux changer ce truc-là, je veux créer un nouveau record, je veux, là encore, créer un nouveau record, modifier ta propriété, supprimer tel élément, etc. etc. JPA et ce que je vais appeler des ORM de niveau élevé, en fait, vous prenez un graphe d'objets et vous dites, voilà, ce graphe d'objets, il est managé. OK. Vous faites vos modifications sur votre graphe d'objets, rajoutez des éléments dans les collections, changez les propriétés, etc. Et à un moment, en l'occurrence souvent au moment de la transaction, qu'elle soit soft ou pas, on en parlera peut-être un peu après, l'ORM, il va regarder votre graphe d'objets, il va regarder comment il l'a chargé, il va faire un diff, littéralement, et il va construire cette liste d'opérations à faire. D'accord ? Ça veut dire qu'on a la liste des changements qui sont appliqués sur les opérations. Et on va peut-être pouvoir faire des choses avec ça. Alors, déjà, le fait qu'on s'abstrait de chacune des solutions NoSQL, ça permet, disons, par défaut, de vous engager dans la bonne direction. On va utiliser, vous définissez un graphe d'objets, un mapping, mettons un modèle métier. On va probablement vous offrir le mapping qui est le plus naturel pour ce truc-là. Après, vous avez des options pour surcharger les choses, mais nous, on a fait le travail de regarder chacune des familles, de regarder comment elles étaient utilisées et de vous faire le mapping qui aura le plus de sens. D'accord ? Et ensuite, c'est déclaratif. Si à un moment vous voulez changer, c'est une annotation ou une ligne de code quelque part qui dit, voilà, maintenant je veux changer telle association, je veux la stocker de telle façon plutôt que de telle autre. Et ce n'est pas à changer aux 5327 endroits dans votre code où vous littéralement stockez cette information. Donc non seulement ça vous permet d'abstraire la structure de stockage, mais aussi d'autres concepts comme comment est-ce qu'on fait un lock pessimiste dans chacune des bases de données NoSQL, comment est-ce qu'on fait un lock optimiste, est-ce qu'il y a un update where ou l'équivalent dans votre base de données NoSQL, oui, non. Ça dépend, MongoDB, CouchDB, ça ne fait pas pareil par exemple. Convertir un type, mettons, je sais pas, une date ou une URL dans ce que c'est supporté la solution. Donc voilà, on résout des problèmes de base que vous auriez à résoudre vous-même à la main. Et tout ça, ça apporte de la valeur. Mais pour moi, le point vraiment fondamental, c'est que parce qu'on connaît les liens entre les différents objets, parce qu'on a la liste de ces changements, on est capable de transformer l'ORM en un moteur de dénormalisation. On est capable de dire, voilà, j'ai ce graphe d'objets qui est la version canonique de ce que je suis en train de faire. L'utilisateur a fait des changements dessus. Et au moment où je vais changer, je vois que telle propriété a changé dans tel objet, je vais être capable de dire, bon, tel objet, il se trouve que je le stocke de manière normale dans tel endroit, mais je le stocke aussi parce qu'il est associé à tel autre objet initialement. Et du coup, si je le change là, il faut que je le change aussi dans la version dénormalisée qui est là. Donc on va vous déclarer comment vous voulez dénormaliser vos datas. Et nous, on fait la dénormalisation et le moteur, de manière systématique, fait la dénormalisation. Et la dénormalisation, quelque part, c'est des vues matérialisées dans une base de données, si vous êtes familier avec les bases de données relationnelles. C'est, quelque part, on fait la requête au moment de l'insertion ou de la modification. On précalcule la requête, ce qui fait que la prochaine fois, quand on est obligé de charger le chien et tous les chats qu'il déteste, y compris son nom, son âge, etc., etc., on a peut-être un document qui a tout ce truc-là et on fait un seul lookup pour amener toute cette information. Donc là encore, l'ORM fait le boulot et vous, déclarativement, vous choisissez si vous aimez, ce que vous voulez faire en termes de dénormalisation. Bien sûr, ça a un coût en termes d'écriture, mais là, après, c'est votre choix et c'est votre besoin, votre cas d'utilisation. Et quand on pousse le truc... donc ça, on sait le faire pour les associations, parce que je vous ai montré le chien et le chat qui se détestaient. Ce qu'on veut, c'est le rendre un peu plus générique et vous permettre, vous, de faire des dénormalisations, de décider comment vous voulez dénormaliser les choses. Donc là, il faut qu'on travaille à une façon de l'exprimer qui est naturelle. Et après, l'ORM fera le boulot. Quand on pousse ça encore un petit peu plus loin, on se dit, oui, mais
Bon, ok, on l'a dénormalisé dans une seule base, mettons, orientée document, mais on pourrait aussi dénormaliser dans différents stores. Bah, il y en a un qui est super fort pour garder, pour faire des time series, donc je vais le dénormaliser comme ça et le stocker là-dedans. Il y en a un autre qui est super fort pour stocker mon graphe éclaté jusque le chien, les chats qui sont détestés et peut-être les chiens d'après. Bah, je vais utiliser tel autre store. Et en fonction de mon besoin de lecture ou de requêtage, je vais utiliser l'un des data stores dans lequel j'ai stocké l'info. Et si l'object mapper est assez intelligent, on va pouvoir vous abstraire de ça. Donc ça, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. On l'a pas encore aujourd'hui, mais c'est vraiment la philosophie vers laquelle on veut aller. Vous vous rappelez, je vous ai dit, l'ORM, l'object mapper, il fait un diff. Et du coup, il a la liste des changements qui doivent être appliqués. Ce qui fait qu'un truc intéressant, c'est que si vous faites un changement et qu'après vous faites le changement inverse après, on fait 0 opération. Plutôt que 2 opérations, parce qu'à un moment, on a juste appliqué la liste des opérations directement. Cette liste de changements, on peut l'écouter et faire des choses intéressantes. Donc nous, on a déjà utilisé ce truc magique pour faire Hibernate Validator, par exemple. Hibernate Validator, à chaque fois que vous allez stocker une donnée dans une base de données, on va vérifier qu'elle est valide, que le @email il est respecté, etc., etc. Sinon, ça vous évite de mettre de la daube en gros dans votre base de données. On l'utilise aussi pour Hibernate Search. Hibernate Search, en gros, c'est une version orientée objet, enfin orientée domaine modèle métier d'un index Lucene. Sauf que l'index Lucene, il est là, ma base, elle est là. Si je fais des changements dans cette base et j'oublie de mettre à jour l'index Lucene, ça pose problème. Donc ce qu'on fait, c'est que si vous utilisez Hibernate pour mettre à jour cette base, on écoute ces changements et on met à jour l'index Lucene de manière systématique pour vous. L'historisation des données, alors ça ne marche pas encore avec Hibernate OGM, mais le principe, c'est on a notre structure, ça marche avec Hibernate ORM, on a nos tables qui représentent vos données, ça c'est cool. Et on a des tables supplémentaires qui représentent l'historique des changements. Tiens, il y a eu telle propriété qui a été changée par telle personne à tel moment. Ce qui fait qu'on est capable de revenir en arrière et dire quel était l'état à tel moment. Quand est-ce que, je sais pas moi, l'action est passée de 12 à 2, ce genre de choses. Donc ça, on pourrait imaginer le construire par-dessus cette gestion d'événements. Et l'autre sur lequel on est en train de travailler, c'est l'API de compensation. Donc, certaines bases de données NoSQL sont transactionnelles, Infinispan, Neo4j, etc. Mais beaucoup ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on met à jour des éléments séparés qui ne sont pas de manière transactionnelle et atomique mis à jour? Il se peut qu'on fasse la moitié, qu'à un moment, ça plante. D'accord? Donc, ce qu'on recommande avec Hibernate OGM, c'est de dire démarquez quand même vos transactions, non pas pour dire je vais faire une transaction au sens acide du terme, mais je suis en train de démarrer une unité de travail, unit of work, je fais des choses et je finis une unité de travail, donc ça c'est mon commit. Et il se trouve que l'ORM, enfin Hibernate OGM, il démarre, il cache les changements qu'il y a à faire, enfin il essaie de les faire le plus tard possible, et au moment où vous faites votre commit, il va dire ok, regardons la liste des changements et on va les appliquer tous ensemble, si on peut les batcher c'est encore mieux, etc. etc. On a plugué du coup sur ce début begin et commit, qui ne sont pas des vraies transactions, on a plugué le concept de compensation, c'est-à-dire qu'on va vous donner des hooks qui vous permettent d'être appelé quand quelque chose ne se passe pas bien. Donc il y a 2 niveaux. Le premier, c'est telle opération spécifiquement, elle vient de rater. Voilà la raison, il y a sûrement une exception, un truc comme ça. Donc par exemple, j'étais en train de mettre à jour ce document, et puis ça a raté à cause d'un timeout. Donc là, qu'est-ce que vous faites dans votre code? Vous avez le choix, vous dites, je sais pas, c'est mort. Et donc là, vous dites, c'est abort, donc je ne sais pas faire mieux. On va voir après, mais une exception va être propagée dans votre application classiquement. Soit vous dites, non, un timeout quand même, je vais faire un retry. Voilà. Et vous allez réessayer peut-être 3 fois, et au bout de 3 fois, vous allez abandonner. Voilà. Vous pouvez décider de la logique que vous voulez essayer de faire. Donc ça, c'est le premier niveau sur chaque opération. Et l'autre niveau, c'est de dire, voilà, vous vous rappelez là, quand il a dit, désolé, le timeout, je ne sais pas quoi faire. Donc là, l'exception, elle remonte, elle passe la frontière de la transaction, là, du begin et commit de l'unité de travail. Et là, du coup, on va appeler le rollback si vous avez fait un try-catch qui est propre. Et là, donc, dans le rollback, on va dire, OK, voilà, ça, c'est la liste des opérations qu'on réussit, ça, c'est l'opération qui a échoué,
Vas-y, go. Donc, c'est super et c'est pas top. C'est-à-dire que c'est à vous de coder la logique de compensation aujourd'hui ou au moins de la loguer quelque part, mais vous avez quelque chose. Et petit à petit, on va essayer de construire des briques au-dessus pour vous faciliter le boulot. Donc ça, c'est une API qui est dans la première bêta là, de la 4.2 et qu'on va essayer de finaliser avec vous là-dessus. Très rapidement, est-ce que les object mappers, c'est plus lent que d'appeler directement le driver? Eh ben, ça dépend. Donc, mettons que ça soit plus lent. Parce que je vais pas dire que je le nie, mais mettons que ça soit plus lent. Mais s'il est plus intelligent, qu'il est capable de faire 0 opération là où vous en auriez fait 3 mais qui ne servent à rien, ou une opération là où vous en auriez fait 3 parce que vous ne faites pas de batch par ce défaut-là, la tortue, elle a gagné. D'accord? Donc, c'est toujours difficile à dire, mais petit 1, nous, dans nos tests vraiment où on faisait vraiment la course sans tricher, on avait un overhead mais qui était vraiment, vraiment acceptable, donc on est assez confiant, même si le driver n'avait pas à créer un objet, ramener l'objet, enfin pas mal de gestion que Hibernate OGM soit obligé de faire. Et puis il y a plein de choses que l'object mapper elle est capable de faire parce qu'il attend avant d'exécuter ses opérations. Donc il va être capable de batcher, éviter la redondance, le même changement. Le lock, si c'est transactionnel, va être beaucoup plus court. Voilà, il y a plein de choses intéressantes qui sont les mêmes qu'un ORM et qui s'appliquent aussi au NoSQL. Donc pour moi, voilà, il y a de la valeur aux object mappers. Ils sont peut-être pas tous. Là, c'est un peu quelque part une vision que je vous donne. Il y a Hibernate OGM qui est en route avec des choses qui sont déjà implémentées, d'autres choses qui sont en chemin. Il y a d'autres object mappers, notamment si vous utilisez une base de données spécifique. Il y avait souvent un object mapper qui est spécifique à chaque base. À vous de voir. Donc pour moi, ça vaut le coup, c'est vraiment à suivre, surtout quand on est dans un langage un peu statique, fortement typé de type Java, parce que de toute façon, souvent vous allez écrire vos données de manière objet, vous allez avoir vos classes Java qui sont typées, et du coup, c'est quand même assez agréable d'utiliser ce modèle métier et de dire, voilà, persiste-le. Surtout qu'Hibernate OGM utilise l'API JPA que vous connaissez normalement si vous avez un historique de base de données relationnelle classique. Donc, qu'est-ce qu'on sait faire? La première version finale, c'est-à-dire sur laquelle on garantit qu'on n'allait pas casser la façon dont on stocke les données, elle est arrivée en décembre dernier. On supporte MongoDB, InfiniSpan, EHCache, Neo4j et des maps en mémoire, mais bon, ça c'est pour les tests. On a certaines requêtes JPQL relativement simples avec des embedded, des choses comme ça qui fonctionnent, qui se convertissent dans le langage de requêtage natif ou dans Hibernate Search. On a cette notion d'option qui vous permet d'appliquer les options de quorum ou de write concern et des choses comme ça. On a, en gros, la plupart des mappings que vous savez exprimer dans JPA sont supportés dans Hibernate OGM, sauf des cas un petit peu exotiques qui étaient plus là pour de la compatibilité de bases de données anciennes, mal designées, etc. Mais là, on est plutôt dans des applications qui sont greenfield. Voilà. Et nous, notre futur, c'est de vous écouter, c'est vraiment le truc le plus important. On veut du retour, voir si vous aimez, si ça va dans la bonne direction, etc. etc. L'API de compensation dont j'ai parlé, donc on a un premier prototype là, on essaie de voir comment les gens l'utilisent, comment les gens réagissent. Et puis d'autres backends, donc Cassandra, CouchDB. Les deux sont en cours. CouchDB est un peu plus avancé, mais on l'estimait qu'il n'était pas encore assez stable, donc on le considère futur, mais vous pouvez déjà l'essayer. J'utilise juste CouchDB-experimental. Et puis, les choses dont j'ai parlé, la multi-dénormalisation exprimée par vous, et voir le multi-backend, y compris relationnel et non relationnel. Voilà, essayez, donnez-nous du retour, même si vous n'aimez pas, même si vous dites, voilà, j'ai ma base de données, je sais pas, Neo4j, j'ai essayé de le mapper, ça marche pas parce qu'il manque X, Y, Z. C'est super intéressant pour nous, donc donnez-nous du feedback. Et il reste 6 minutes, hein, j'ai quasi plus de voix, donc c'était le bon moment. J'espère que vous avez des questions, sinon on va rester en silence pendant 7 minutes. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de 3 bases de données. J'imagine que tu as la possibilité de spécifier sur quelle entité va être mappée sur quelle source de données. Ouais, c'est une bonne question. Donc,
D'abord, enfin, je vais reformuler ta question. Est-ce qu'on est capable de stocker dans plusieurs bases de données NoSQL et voire même dans une même application, est-ce que je peux utiliser Hibernate ORM et Hibernate OGM? Donc la réponse c'est oui. En fait, Hibernate OGM, c'est une implémentation JPA. Et donc, ce qu'on fait, c'est que tu crées un persistence unit qui va dire, ben, là, je pointe vers MongoDB, une persistence unit qui va dire, là, je pointe vers Oracle, une autre qui va dire, moi, là, je pointe vers Neo4j. Et ensuite, tu vas... Alors, si elles sont toutes dans le même jar, tu vas devoir lister tes entités en disant, bah, cette entité, elle va dans Neo4j, cette entité, elle va dans les bases de données relationnelles, etc. etc. Et après, bah, tu prends ton entity manager qui correspond à l'entité que tu veux sauver, et là, tu sauves. Donc, tu es capable d'utiliser des entités managers différents. Ça marche. Ce qu'on veut faire après, c'est d'essayer de dire, bah, pas la peine de décrire trois persistence units différentes. Si tu sais que la même entité, tu vas vouloir la stocker dans des endroits divers, mettons, et dans Neo4j sous un format donné, et dans MongoDB sous un format donné, de pouvoir exprimer ça, alors soit via une API programmatique, soit via les annotations, probablement une API programmatique, sinon les annotations, on va commencer à en avoir beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on a la première étape qui est le truc manuel où tu définis plusieurs persistence units, et on a d'autres étapes où, enfin, des plans pour le futur où ça sera encore un peu plus intégré. Il y avait une question vers le fond, je crois. Je suis fort. Hein. Ouais, vas-y. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas plutôt réfléchir plus flux d'informations, transformation de données? Parce que si on va dans la mouvance, par exemple, microservices, CQRS, ou des gros mots comme ça, au final, le code, on s'en fout un petit peu. On essaye vraiment de répondre à une action très précise de rajoute mon événement, basta. Voilà, c'est fini. Ouais. Donc, au final, je vois vraiment, moi, personnellement, le vecteur, je le vois plutôt comme un gain de productivité pour faire tout de suite le premier niveau d'application. Et après, je me dis, je suis un peu bloqué. Donc ça, c'est un débat. Alors, donc la question, c'est, ouais, mais dans cet univers microservice où vraiment j'ai un truc dédié qui fait un truc et pas 5000, voire même où j'utilise l'event sourcing ou CQRS, où je sépare les choses, est-ce qu'un ORM, un object mapper, ça me sert, puisque finalement, mes besoins vont être beaucoup plus simples. Le débat reste ouvert, à mon avis. Premièrement, les microservices, c'est quand même pas mal dans le hype. On va voir un peu les retours concrets. Hein. Enfin, tu vois, une des expériences dans Hibernate OGM, c'est de voir est-ce qu'on peut. Enfin, CQRS, c'est bien, c'est super c'est sur le papier, mais après, ça te demande du boulot de vraiment savoir proprement abstraire ta commande, tes différentes requests, etc., etc. Est-ce qu'un outil comme ça, ça pourrait t'aider? Est-ce que derrière, on pourrait très bien dire que les events, au lieu qu'ils déclenchent une persistance dans une base, que ça envoie un message dans un MOM ou dans un Kafka qui, en l'occurrence, lui, derrière, va... Tu vois, on peut imaginer éclater le... En fait, ça, c'est du middleware, donc il est censé t'aider, tu vois, à persister les choses et à les récupérer. Donc si on peut automatiser un peu et aider un peu les gens dans ces patterns-là, il y a une cartouche à jouer. Est-ce que ça va vraiment marcher en pratique? Ça, on est encore un peu loin pour savoir ce genre de choses. J'ai une autre question. Ouais. C'est spécifiquement pour Neo4j ou dans les bases graphes. Ouais. Une des clés futures, c'est vraiment pouvoir traverser le graphe. Là, en fait, avec les object mappers, on n'a pas cette capacité de traverser. Alors en fait, donc la question, c'est dans les bases de données orientées graphes. Ce qui est hyper puissant, c'est la capacité à traverser le graphe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un nœud, c'est très rapide d'aller au nœud d'après, etc., etc. Et c'est comme ça que les requêtes sont faites, en gros. Et on perd ça quand on a un object mapper. Alors, je suis pas certain. Alors, premièrement, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on garde, mettons, le nœud donné, et que quand tu dis je charge le proxy qui est associé, en fait, on reprend ce nœud-là et on navigue. Donc, on fait quelque part derrière ce que tu aurais fait à la main avec du Neo4j. Mais ça, c'est le embedded, d'accord? Quand Neo4j, il est en mode serveur, là, alors, je suis pas un expert, donc si ça se trouve, j'ai une connerie, je veux bien que tu me corriges, mais je pense que là, on retombe dans un mode où, vu que c'est un serveur, on retombe dans un mode où on doit décider jusqu'où on doit fetcher, etc. Et donc là, tu retombes dans des problèmes très classiques d'ORM avec le N+1 versus fetcher un truc un peu plus gros, etc., etc. Mais il y a plutôt aussi l'idée un peu de traverser, c'est de traverser, par exemple, 10 nœuds et de voir ce que ça donne. On va faire des algorithmes très particuliers. D'accord. Là,
comme je te dis, vu qu'on garde le nœud et qu'on le prend pour naviguer, normalement, tu es censé avoir les mêmes performances. J'espère. Ok, je suis censé arrêter, donc, mais on peut continuer offline si vous voulez. Merci.